Alors, je vais appeler pour nous rejoindre Delphine Bourdin, de France Urbaine, Pierre Véry, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, et Benoît Pilet, adjoint au maire d'Angers, vice-président, j'imagine, de la métropole, chargé des relations internationales. Et Delphine, je te cède la main pour l'animation. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie la ville de Marseille et France Ville Durable pour avoir permis la tenue de cet événement et de nous retrouver tous ici. Et on revoit aussi, il y a aussi cet esprit de communauté qui est en train de se créer en France sur cette mission ville. Donc les choses commencent à se renforcer de ce côté-là. Donc je me présente, Delphine Bourdin, je suis conseillère développement durable, Europe et international à France Urbaine, donc un réseau de grandes villes et métropoles. Et France Urbaine participe aux travaux du groupe Miroir National Ville Horizon Europe qui vient de vous être présenté et est partenaire associé de France Ville Durable dans le projet européen Capacities dont on vous a dit un mot aussi à l'instant. Donc après les perspectives européennes et nationales, on en vient effectivement, on va faire un zoom sur les perspectives locales. Et pour être au rendez-vous donc, de 2050, comment pourrait-on faire mieux 20 ans plus tôt, tout en accordant donc une place assez large à la recherche et l'innovation. Je le rappelle, on est dans un programme Horizon Europe, comme cela a été dit. Donc, il est essentiel de souligner qu'un des objectifs de la mission Ville, et Net Zero Cities en a dit un mot avec ses projets Ville Pilote, l'idée est de créer des démonstrateurs. Donc, au-delà des villes impliquées, toutes les avancées qui vont ressortir des expérimentations conduites à travers la mission Ville, que ce soit en matière de gouvernance, de financement, de stratégie, seront bénéfiques pour l'ensemble des territoires de l'ensemble de l'Union européenne. Donc pour les 9 territoires lauréats français de la mission Ville, donc je le rappelle, c'est pas assez dit, on le redit encore, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en ligne, c'est 100 villes climatiquement neutres et intelligentes d'ici 2030 par et pour les citoyens. Donc on ne le dira jamais assez et on insiste dessus. Et donc pour ces territoires français, cette participation à la mission permet de faire partie d'un réseau collectif européen. On l'a dit, d'autre part d'avoir un catalyseur qui aide à accélérer les actions, parce qu'on est bien dans ce sujet d'accélérer, par la mobilisation plus dynamique des acteurs à différents niveaux, dont notamment l'écosystème local, mais aussi à expérimenter. Ce sont de véritables laboratoires d'expérimentation grandeur nature. Et pour en témoigner, donc, nous allons avoir le retour d'expérience de 2 territoires pour cette séquence, Angers-Loire Métropole et Grenoble-Alpes Métropole. Et je vais commencer tout de suite avec le sujet de la motivation derrière la décision de participer à la mission Ville pour la collectivité et comment ont été embarqués l'ensemble des territoires. Alors, je commence avec Monsieur Véry. Monsieur Véry, vous êtes maire de Gières et vice-président chargé de l'air, de l'énergie et du climat au sein de Grenoble-Alpes Métropole. Et lors de nos échanges, vous avez notamment souligné l'importance du rôle de Grenoble Capitale Verte Européenne en 2022, qui est venue en fait renforcer une dynamique territoriale qui était déjà engagée depuis plusieurs années chez vous. Depuis de nombreuses années. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être à Marseille aujourd'hui et d'avoir répondu à cette invitation, à la fois pour témoigner et surtout pour échanger et nous nourrir de l'expérience des autres territoires. Alors, on est tous d'accord pour dire que la transition énergétique et écologique, elle passe par les territoires et l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle européenne et nationale, elle va passer par les territoires. Et j'entendais ce matin Dunkerque, j'ai nos amis d'Angers à côté de moi. Il y a des caractéristiques entre ces différentes villes et notamment la métropole de Grenoble qui sont communes. Je pense notamment au caractère industriel de nos territoires et qui émettent bien évidemment du CO2 et consomment de l'énergie. Mais vous aurez noté aussi qu'en termes de géographie, quand on est à Angers ou à Dunkerque, moi je ne retrouve pas mes montagnes. Et donc la montagne, elle a un rôle particulier à Grenoble. Alors la métropole de Grenoble, c'est 460 000 habitants, 49 villes. La moitié des villes sont des villes urbaines et l'autre moitié, des territoires de montagne. Grenoble, c'est une ville et une métropole très plate, vallée glaciaire, l'une des villes les plus plates de France. Donc près de 500 km de pistes cyclables ont été développées depuis une vingtaine d'années, grâce finalement à cette géographie. Mais nous sommes entourés de montagnes. Et donc la question du climat, la question du réchauffement, la question des îlots de chaleur est très prégnante à Grenoble. Et donc, effectivement, nous travaillons sur ces sujets depuis très longtemps.
c'était en 2005 que le premier plan climat de France était construit à Grenoble. C'était la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole qui l'avait mis en œuvre. Et depuis, ce plan climat est devenu un plan climat air-énergie métropolitain. Alors, il se fixe des objectifs ambitieux, atteinte moins 50% d'émissions de CO2 d'ici à 2030, entre 2020 et 2030, moins 50%. Et on va le réviser, vous verrez qu'on va le réviser parce que nous avons pris connaissance d'autres indicateurs, avec notamment une étude de neutralité carbone dont je reviendrai tout à l'heure. On a aussi été précurseur depuis maintenant plus de 10 ans dans la rénovation énergétique des bâtiments parce que ça passe par la sobriété, l'atteinte de la neutralité carbone. Et donc on rénove des logements, plus de 1000 logements par an depuis maintenant une douzaine d'années avec un programme Murmure qui est très ambitieux, qui monopolise bien évidemment des fonds publics, mais qui est aussi un moyen de mobiliser les entreprises du secteur du bâtiment et donc de l'économie circulaire. Et puis un schéma directeur énergie. Voilà, je ne vais pas vous faire un liste à l'après-vert de tout ce qui a été mis en œuvre, mais nous sommes bien au rendez-vous de ce sujet et nous mobilisons des moyens. C'est près de 675 millions d'euros sur le programme pluriannuel d'investissement de la métropole sur le mandat. Donc c'est tout naturellement que nous avons répondu présent et décidé de candidater. Néanmoins, donc il faut embarquer tout le monde, car l'action de la métropole, même si elle est ambitieuse, elle ne suffit pas à elle seule, pour pouvoir embarquer, je dirais, l'ensemble des acteurs. Alors au premier rang desquels, bien sûr, nos communes. Donc le plan climat se décline avec une charte d'engagement. Des communes de la métropole signent cette charte. Alors dans cette charte, vous avez des actions socles, à peu près 70 à 80 actions socles que les communes s'engagent à réaliser lorsqu'elles signent la charte. Et puis elles vont au-delà. Il y a des communes qui sont à plus de 200 actions d'engagement. Et bien évidemment, on les mesure. C'est un contrat, c'est une signature avec les communes. Et année après année, on mesure cet engagement, on regarde l'atteinte des objectifs, si on est sur la bonne trajectoire. Aujourd'hui, c'est plus de 25 communes qui l'ont signé, 30 à la fin de l'année, qui représentent 92% des habitants du territoire. Il faut aussi embarquer, bien évidemment, les acteurs économiques. Et donc, nous avons lancé une stratégie économique 2030 du territoire qui embarque les très, très grandes entreprises. Vous avez le CEA, Caterpillar, Schneider, des très grandes entreprises, mais également les PME et TPE. L'idée, c'est bien évidemment aussi de les engager à travers des signatures de chartes d'engagement à atteindre des objectifs à nos côtés. Et enfin, vous l'avez cité Delphine, le titre de Grenoble Capitale Verte 2022 a permis de montrer l'ensemble des actions qui étaient engagées par la métropole. Près de 80% des compétences sont portées par la métropole. Ça a été l'occasion de défis, de plus de 700 actions, de partenariats avec les collectivités bien sûr, les associations, le monde de la recherche académique bien évidemment, et l'industrie et les PME, TPE. Donc tout ça nous donne une dynamique importante, mais il faut aller plus loin. On va le voir après dans les différentes interventions que pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir encore changer de braquet. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à réaliser, mais pour ça, nous avons beaucoup de moyens et d'expérimentation à mener à vos côtés, et puis aussi de s'inspirer de ce que vous faites les uns et les autres dans vos propres territoires. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Monsieur Pilet. Vous êtes adjoint au maire d'Angers, vice-président d'Angers-Loire Métropole en charge de l'Europe, l'international, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Vous êtes aussi membre du Conseil de l'Europe et secrétaire général adjoint de la FCCRE, mais aussi vice-président de la Commission Europe de France Urbaine, et vous suivez de près les travaux de la mission Ville. Donc vous êtes habitué des sujets de gouvernance multiniveau, et on l'a vu, la transition de neutralité carbone en est un bel exemple. Et pouvez-vous nous dire comment donc s'est faite la motivation et la candidature d'Angers à la mission Ville, ainsi que la mobilisation également des acteurs du territoire ? Tout d'abord, il y a déjà une méthode à Langevin, c'est qu'on est souvent peu enclin à communiquer sur ce que nous faisons, tant qu'on n'estime pas être au premier rang, des premiers rangs. Et c'est lors de différentes rencontres où on a pu se rendre compte, à un moment donné, que beaucoup d'actions étaient faites sur le territoire, qui n'étaient pas suffisamment valorisées à l'extérieur, mais pas non plus suffisamment valorisées à l'intérieur par et pour les habitants. Donc évidemment, les premières motivations ont été l'atténuation, l'adaptation, la biodiversité. L'année dernière, Angers a été primée ville lauréate au niveau de la biodiversité. C'était
de mettre en avant des politiques que nous avons par des projets déjà emblématiques. Je prendrai France Urbaine, s'est réunie à Angers il y a quelques jours, où beaucoup d'élus ont pu visiter des nouvelles cuisines zéro plastique, zéro déchet, qui a été une action phare, pas uniquement visible au premier chef des habitants, mais qui permettait d'économiser 9000 tonnes de plastique tous les ans, de reprendre en main, en lien avec le PAT, donc énormément d'acteurs, la reprise en régie de l'alimentation, donc beaucoup moins de transport, l'implantation de la nouvelle cuisine centrale sur un croisement au niveau des transports qui, alors que nous annonçait le doublement de nos camions pour la livraison des différents plateaux en inox dans les cuisines centrales, en fait, on n'a pas rajouté un seul véhicule, on a juste retravaillé tous nos déplacements. Le territoire intelligent qui, avec un engagement sur 10 ans de 120 millions d'investissements, qui semblait du gadget il y a quelque temps, qui aujourd'hui nous permet de ne pas avoir dépensé, voire même économisé énormément d'énergie en tous sens. Effectivement, le changement de 40 000 candélabres en LED, c'est peut-être un détail, mais c'est un détail qui nous fait économiser des centaines de milliers d'euros par an. Ça va être de mettre des capteurs lors des bacs de déchets dans les rues pour éviter que des camions tournent à vide pour vider un bac qui est vide et attendre qu'il y ait un capteur qui a dit que là, il faut y aller. Donc, c'est les déplacements internes, c'est un plan vélo ambitieux en 2017. Donc, énormément d'actions qui nous ont en fait posé la question. Maintenant, il va peut-être falloir qu'on sorte un petit peu de ce qu'on sait, nous, en tant qu'élus, et qu'on le fasse savoir. Donc, la mission vie, ça a été l'occasion pour cela. Et on a pris une démarche complètement inverse. C'est qu'on a démarré par des assises de la transition écologique où nous avons, pendant des mois, réinterrogé l'ensemble de la population. Plus de 10 000 habitants ont voté sur des projets. 63 mesures sont sorties, non pas du chapeau, mais de l'objectif que se fixaient les habitants, qui ensuite a guidé notre politique au niveau des élus, qui a permis ensuite d'aller vers des actions de formation envers les élus, la fresque du climat et j'en passe, mais les élus non pas d'Angers, mais vraiment les maires, conseillers municipaux, conseillers communautaires de l'ensemble des 33 communes d'Angers-Loire Métropole, qui permettent d'aller au niveau et de monter en compétence avec les populations, et non pas que les experts. La difficulté, c'était effectivement d'avoir tous les sachants du territoire qui expliquent en long, en large, ce qu'il faut faire, même s'il y a des contradictions entre les uns et les autres, mais vraiment toute partie prenante, je dirais, d'un bout de chou de 5 ans qui va mettre une idée qui ne sera peut-être pas reprise, mais qui va s'exprimer parce que ses parents seront là, jusqu'à des enseignants-chercheurs. Donc ça a vraiment nourri une réflexion avec des ateliers qui continuent aujourd'hui, des ateliers qui sont évalués et qui aboutissent notamment à des outils dont lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais qui sont d'abord guidés, téléguidés par les habitants de manière, on en est certain, le premier frein sera humain. Il sera au niveau des élus, il sera au niveau des habitants. On a d'abord essayé de faire sauter quelques verrous, d'avancer avec la population de manière à ce qu'il y ait une acceptabilité de certaines mesures qui seront parfois plus difficiles à digérer, mais qu'on puisse avoir une gouvernance partagée sur le choix, effectivement, des éléments, des 3 bassins de piscine qu'il faudra peut-être enlever mais que ça puisse venir pour qu'on ait vraiment le moindre frein possible pour essayer d'aller plus vite. On sait qu'on est très très loin du résultat. On s'est fixé aussi un objectif de 60% en 2030. Ça va être dur. Ça va être très dur. Il faut qu'on l'atteigne. Mission Ville sera là évidemment pour nous accompagner, puisque c'est aussi tout le sens de ce partage, de cette gouvernance partagée, pour essayer d'échanger nos bonnes pratiques pour aller plus vite ensemble. Alors, on a posé le cadre, on va revenir sur les expérimentations. On va essayer d'être plus bref dans les échanges pour pouvoir permettre, on l'espère, un temps de questions. Alors, Monsieur Véry, pour vous, la mission Ville vient s'appuyer sur les expérimentations déjà menées depuis plusieurs années par le territoire grenoblois. Et l'objectif pour vous, c'est d'accélérer sur certains sujets, certaines thématiques. Vous me parliez d'une fusée à plusieurs étages, composée de la rénovation thermique du bâti, les transports, le changement de comportement. Et ce dernier sujet est considéré comme vraiment un facteur clé de réussite de la transition, mais aussi d'atteinte de la neutralité carbone. Absolument. Dans les objectifs, la sobriété, je le dis souvent, c'est le premier étage de ma fusée, avant de
de développer les ENR, par exemple, mettre du PV sur un bâtiment énergivore, c'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Donc il faut vraiment s'atteler à la question de la sobriété. On s'y est attelé depuis une douzaine d'années. Malgré tout, malgré nos efforts, il va falloir doubler le nombre de bâtiments, de logements et de bâtiments tertiaires qu'il va falloir rénover. Donc vous imaginez, hein, on va être confronté à des difficultés également financières, mais pas seulement financières. Quand je discute avec mes anciens collègues de la Fédération française du bâtiment, ils me disent, mais Pierre, quand bien même la métropole doublerait ses crédits, moi j'ai pas la main d'œuvre. Aujourd'hui, les entreprises ont des carnets de commandes à 2 ans, et elles me disent, le secteur du bâtiment n'attire plus les jeunes. Donc il y a aussi une question à voir avec la formation des apprentis et faire en sorte que ces métiers deviennent intéressants pour les plus jeunes. Donc la sobriété, ça va être un enjeu fondamental et donc c'est un enjeu sur lequel nous travaillons. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un plan climat qui est un peu la pierre angulaire de l'ensemble des politiques sectorielles que nous développons, derrière un schéma directeur énergie qui se fixe des objectifs de moins 22% de consommation, de plus 35% de NR, moins 30% de consommation d'énergie fossile. Donc tout ça est posé. Un plan de mobilité, on le sait depuis 30 ans. Ce qui est parfois agaçant, c'est que depuis 30 ans, on sait que les solutions, un bâtiment de transport, c'était 70% des émissions de CO2. On sait ça depuis 30 ans. Donc la rénovation énergétique, c'est le premier levier. Le président de la République a annoncé que c'était également sa priorité. Et puis derrière, il va falloir parler aussi des questions de mobilité. Alors de façon à embarquer tout le monde, la mobilité, ça concerne bien évidemment la métropole avec le développement des pistes cyclables, des grandes infrastructures, je pense au RER métropolitain. Et là aussi, on a des annonces importantes de l'État qui nous dit on va financer les 10 territoires. On parle quand même de quelques milliards. C'est plus du tout à l'échelle des finances d'une collectivité, quand bien même c'est une grande métropole. Donc tout ça va se mettre en œuvre, mais il nous faut embarquer la population. Alors je voudrais revenir aussi sur une expérimentation qu'on a lancée l'année passée. Au moment de Grenoble Capitale Verte, on a lancé une convention citoyenne pour le climat. On a sélectionné, on a tiré au sort 120 personnes, 55 000 appels téléphoniques. Vous imaginez quand même, pour trouver 120 personnes qui ont travaillé pendant 1 an et qui nous ont proposé 150 actions à développer ou à accélérer. Et la métropole, au mois d'avril 2023, a délibéré sur ces 150 propositions. C'est important d'embarquer les citoyens parce qu'aujourd'hui, les gens qui étaient dans cette convention sont nos ambassadeurs. Et moi, je dis souvent, la transition énergétique, écologique, elle passe par les citoyens. Et nous avons enfin lancé cette année une étude neutralité carbone, appelée plus scientifiquement scénario de rupture, pour voir ce qu'il fallait amplifier. En fait, on a pris les 4 scénarios de l'ADEME, vous vous souvenez en 2022, les 4 scénarios de l'ADEME, qui regardaient uniquement les scopes 1 et 2. Et nous, on a rajouté l'empreinte. Et pourquoi on a rajouté l'empreinte? Parce que la veste que je porte, si elle est fabriquée en Chine ou si elle est fabriquée sur mon territoire, elle n'a pas le même poids carbone. La façon dont je me déplace, la façon dont je me nourris. Aujourd'hui, les enseignements de cette étude, on va communiquer d'ici cet automne sur les enseignements de cette étude. On voit que l'empreinte dans un territoire comme une métropole est fondamentale. 70% de nos émissions sont des émissions indirectes, liées à nos modes de vie, nos comportements, la façon dont je me déplace, la façon dont je me nourris. L'alimentation, c'est quelque chose de fondamental. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans les conclusions. Il va falloir qu'on embarque avec nous les citoyens et pour ça, je reprendrai tout à l'heure ce qu'a dit une des interlocutrices, c'est de faire rêver les citoyens, mais je vais y revenir. Monsieur Pilet, vous nous avez exposé donc l'ambition, la stratégie de neutralité carbone pour Angers, mais pourriez-vous revenir aussi sur ce souci que vous avez aussi de l'accompagnement de chacun dans la transition et la conduite des actions, des expérimentations? Comment vous procédez à Angers sur ce sujet? Alors, j'ai un peu effleuré effectivement tout à l'heure le point avec les assises qui n'étaient pas un aboutissement, mais qui étaient le démarrage de tout un travail de concertation. On est sorti, on a un outil sur le territoire qui est la maison de l'environnement, qui va se transformer dans la maison de la transition écologique, qui va sortir du tout d'animation par un lieu où sociologues vont se croiser avec des chercheurs, avec les associations, les citoyens, de manière à non pas réinventer, puisque là, Mission Vie, l'intérêt, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est de pouvoir expérimenter, de pouvoir innover, d'aller chercher ce qui se fait de bien
dans les autres territoires pour essayer de voir s'ils s'adaptent à nos territoires. Effectivement, je rejoins l'ensemble des interlocuteurs à savoir que le niveau national n'est pas notre niveau et qu'on a une spécificité angevine comme il y a une spécificité grenobloise. On s'est doté d'infrastructures lourdes avec le nouveau tramway qui a été les 2 dernières lignes qui ont été inaugurées, effectivement le plan vélo. On accompagne les citoyens. Vous annonciez tout à l'heure les différents réseaux auxquels j'appartiens. La Valencia, ville espagnole qui fait partie des 100 villes, est venue à Angers pendant plusieurs jours au mois de septembre dans un autre cadre, mais ça nous a permis de dire, ben voilà, on a ensemble une volonté commune, comment nos habitants peuvent aussi avoir une interaction pour pouvoir se nourrir de ce que l'on fait. Donc on prend le temps, c'est vrai qu'à Angers, on prend souvent le temps, on pose les choses de manière à avoir les bases les plus solides possibles avec cet ancrage citoyen qui pour nous est indispensable. Et ensuite, on décline. On va décliner énormément d'actions qui vont partir des quartiers, donc au plus proche des citoyens, de manière à pouvoir nourrir des projets plus ambitieux. On parlait là évidemment des transports, des bâtiments, donc c'est 3300 immeubles qu'il faut qu'on rénove, c'est 41, que je ne me trompe pas, dans les 41 000 logements qui sont ciblés et avec des copropriétés qu'on va essayer d'animer pour en faire des mini-villes à chaque fois que les citoyens, les habitants, le voisin du dessus, du dessous, apprennent à vivre avec son voisin et puissent avoir des fois des décisions audacieuses à prendre lors de la rénovation de l'immeuble. Il suffit qu'il y ait un copropriétaire qui dise non sur 50 et ça bloque tout. Comment emmener tout le monde pour une réflexion qui soit la plus efficace possible? Nous, l'enjeu, il va être là. C'est comment, sur un point concret, comment on emmène toutes nos copropriétés vers ce changement de masse qui ne se fera pas en 15 jours. L'horizon, on l'a fixé, mais vraiment en les associant sur les décisions au quotidien. Merci beaucoup. Une dernière question rapide et du coup, je rebondis sur ce que me disait aussi Monsieur Véry. Il me disait le citoyen doit y gagner quelque chose dans tout ça, soit un confort de vie, de bien-être, mais c'est un peu aussi le résumé des propos que vous teniez tous les deux. Monsieur Véry, donc selon vous, la difficulté relève surtout sur comment mener l'accélération et l'approfondissement des expérimentations en cours, mais aussi dans la limite des ressources financières, humaines, pour la collectivité. Vous avez aussi identifié des leviers, que ce soit la levée des freins réglementaires, mais ça n'en tient pas qu'à la collectivité locale, mais aussi, par exemple, de mieux mettre en valeur et faire connaître ce qui est expérimenté dans les territoires. Rapidement, en 1-2 minutes. Allez, je vais essayer de faire très vite. Vous avez raison, il nous faut bien évidemment trouver d'autres moyens financiers. Certains relèvent de l'État, de l'Union européenne, et on compte effectivement cette mission pour pouvoir les lever. Mais nous avons besoin aussi d'un cadre réglementaire stable. Je vais prendre un exemple, les zones à faible émission. Aujourd'hui, on va expérimenter une nouvelle zone à faible émission à Grenoble. On a déjà lancé en 2019, je crois la première agglo à l'avoir fait, une zone à faible émission, véhicules utilitaires légers et poids lourds, qui nous a permis depuis 3 ans de redescendre en dessous des seuils réglementaires tels qu'ils existent aujourd'hui. Et ça ne vous a pas échappé, mesdames et messieurs, mais le 13 septembre, le Parlement européen a décidé de réviser sa politique de qualité de l'air pour l'aligner sur les recommandations de l'OMS. C'est ce qu'on réclame depuis 5 ans. C'est la raison pour laquelle nous allons expérimenter une zone à faible émission tout véhicule, même si nous sommes redescendus en dessous des seuils, pour justement pouvoir atteindre les seuils, les nouveaux seuils réglementaires. Donc on a besoin de cette stabilité. Et quand j'entends, pardonnez-moi, les annonces du gouvernement de ces dernières semaines, où on nous dit finalement les ZFE pour les territoires qui ne seraient plus en dépassement, elles ne sont pas obligatoires, c'est quand même un rétropédalage qui nous perturbe. On a inscrit depuis 18 mois dans le plan de protection de l'atmosphère la zone à faible émission, tout véhicule à Grenoble. Donc on a besoin d'un cadre réglementaire stable. L'expérimentation que l'on fait tous ensemble va nous permettre justement d'échanger nos bonnes pratiques, de voir ce qui marche dans vos territoires, de pouvoir nous en inspirer. Ça doit nous permettre d'apporter donc un soutien financier pour renforcer les moyens humains qui seront nécessaires aussi au travail d'analyse que nous allons faire avec vous sur tout ce que nous expérimentons. Trouver des nouveaux moyens financiers, je l'ai déjà dit. Puis au-delà de l'innovation, c'est de proposer des financements pour expérimenter le passage à l'échelle. Donc on parlait tout à l'heure d'approche systémique ou holistique. Donc devenir un territoire d'expérimentation à la hauteur de l'enjeu de neutralité carbone suppose pour les collectivités de faire des choix ambitieux, parfois risqués,
et donc de trouver de nouveaux financements. Et c'est pour cela donc, que nous attendons de pouvoir être accompagnés par l'Union européenne, et notamment en fournissant un cadre réglementaire et financier clair et cohérent qui s'inscrive dans une stratégie à moyen et long terme. Puis je terminerai par, en conclusion, 3 freins, leviers identifiés. Donc le besoin de financement, on en a déjà parlé, le cadre réglementaire, on en a parlé. Et puis ce que disait tout à l'heure en introduction Judith Ferrando sur le rêve. Moi je pense qu'effectivement, l'envie va être un déclencheur très très important pour les citoyens. Nous savons dans quel monde nous ne souhaitons pas vivre d'ici à 2030, 50 et à la fin du siècle. Un monde de consommation d'énergie fossile, de surconsommation d'énergie et de surconsommation tout court. Mais dans quelle société avons-nous envie de nous projeter? Dans quel monde allons-nous vivre demain? Et qu'est-ce qui va faire envie à nos citoyens? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle nous pourrions essayer de répondre collectivement pour donner envie. Merci. Donc, pour résumer, expérimenter, c'est bien. Soutenir ces expérimentations dans les territoires pour aider au passage à l'échelle massifiée. Ça, c'est un mot qui revient souvent. Et faire connaître ce qui fonctionne de ces expérimentations, c'est encore mieux. Et cela est partagé par Angers, il me semble. Donc, Monsieur Pilet, je vous laisse revenir là-dessus et compléter pour un petit mot de conclusion. Je ne vais pas être redondant avec tout ce qui a été dit, puisqu'on est complètement aligné sur la stratégie, des moyens qui sont différents, les besoins de financement. La ville d'Angers on prend notre temps, on a dit, le Climate City Contract. Nous, on vous le rendra qu'en 24. On veut vraiment prendre le temps de poser les choses. On va répondre à 4 appels à projets, que ce soit Humus pour la biodiversité, du LIFE. On va faire en sorte d'emmener la population à chaque fois, de les associer, et non pas par des grandes messes au centre des congrès, mais dans les quartiers, de manière à ce que toutes les populations puissent se sentir investies. Et évidemment, c'est utiliser la mission ville, faire en sorte de vraiment travailler ensemble. Là encore, voilà, comme on disait, Angers a pris son temps. Maintenant, c'est vraiment faire réseau, faire en sorte d'animer, donner vie à nos projets, à notre projet, à vos projets, de manière à ce que nos populations alimentent vos populations, qu'on puisse avoir la fierté, je dirais, de nos 9 villes françaises, d'emmener aussi un territoire français qui a une spécificité parmi cette Europe qui n'a nul besoin d'être divisée, mais de partir, non pas en guerre, mais de montrer la spécificité européenne. Vous parliez des États-Unis, de la Chine, de continents sur lesquels on est aussi fortement investi, avec des débats qui sont très riches dans la diversité. Et je pense qu'effectivement, cette richesse de partir à 9 pour porter un flambeau avec 100 autres villes, dans 5-6 ans, permettra d'avoir vraiment une spécificité européenne qui sera encore plus forte. Alors, pour résumer de ce qu'on s'est dit rapidement dans cette séquence, les territoires expérimentent déjà depuis plusieurs années avec des solutions pour se rapprocher de la neutralité carbone. Et il faut se baser sur ce qui ressort de ces expérimentations et les partager collectivement. Et la mission ville peut aider en cela, et avec cet objectif commun et qui a été redit ce matin à plusieurs reprises, d'accélérer. Et finalement, quand on arrive au bout du cadre d'expérimentation qui a ses freins à lever au niveau de la collectivité, ces freins ils doivent être levés à une échelle plus macro, qu'elle soit nationale, européenne. Et en filigrane derrière tout cela, c'est le sujet plus large du changement de notre modèle de société et de nos modes de production et de consommation qui est en jeu. Et là, je fais référence même encore plus largement, peut-être, la question du contrat social qu'avait mentionné Judith Ferrando. Donc, s'il y a quelques questions, nous avons un peu de temps. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, on va prendre quelques questions, à la fois dans la salle et sur le chat. En attendant que ça s'organise, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dit, monsieur Véry, qui me semble vraiment fondamentale, c'est l'histoire du scope 3. Parce que le chiffre que vous avez donné, il est quand même éloquent. C'est-à-dire que si toute la démarche dont on parle depuis ce matin fonctionne parfaitement, on n'a réglé que 30% du problème. Et or, que les émissions soient produites en Chine ou sur nos territoires, le résultat est exactement le même pour nos habitants et la qualité de vie sur nos territoires. Donc ce scope 3, je sais qu'il est très difficile à prendre en compte. Si on avait des indicateurs, ça serait plus facile. Mais si on revient à la discussion qu'on a eue ce matin sur l'implication des habitants, c'est ça les leviers.
c'est l'éducation populaire. C'est d'autres leviers que des leviers techniques ou technologiques qui vont nous permettre de réguler ça. Et donc, vous avez parlé de surconsommation. La surconsommation, c'est la cause directe de l'anthropocène, hein. C'est le mode de vie occidental basé sur la surconsommation et la cause directe de l'anthropocène et de tout ce dont on parle aujourd'hui. Donc effectivement, mobiliser dans les collectivités d'autres leviers, les politiques soft, hein, les politiques de service à la population, les maisons de quartier, il y en a beaucoup qui le font déjà. Mais je trouve que c'est déjà le cas. Je crois que la plupart des collectivités sont dans leur CCC, ont prévu quand même de parler du scope 3, même si ça n'est pas obligatoire. Mais je pense que pour la crédibilité de la démarche, c'est indispensable de muscler cette partie sur le scope 3 qui finalement correspond à la plus grande partie des émissions du fonctionnement de nos territoires. Ce ne sont pas des émissions territoriales, mais elles sont quand même liées au fonctionnement de nos territoires et de nos habitants. Donc la responsabilité est immense aussi en la matière. Alors, est-ce qu'on a déjà une question dans la salle? N'hésitez pas, question ou témoignage, hein. Témoignage... vous voulez parler aussi de ce que vous faites dans vos collectivités, dans vos entreprises, allez-y. Monsieur, si vous pouvez vous présenter et dire à qui s'adresse votre question. Oui, c'est questions et témoignages. Jean-Charles Lardic, directeur de la prospective à la ville de Marseille. Je voudrais évoquer la question... Micro, s'il vous plaît, pour la visio notamment. Je voudrais évoquer la question de la participation citoyenne, en revenant justement aussi sur la table ronde précédente et sur la question du contrat social et des changements sociétaux, en invitant à ce qu'on prenne en compte les expériences des quelques collectivités pionnières comme Grenoble, qui ont lancé des assemblées citoyennes qui permettent d'avoir des processus totalement innovants, dans la mesure où, avec des citoyens tirés au sort, on arrive à adopter naturellement une vision systémique dans des travaux qui se prolongent. On arrive à Marseille, dans notre assemblée citoyenne qui a été lancée par Sébastien Barle, qui est ici présent, on arrive à avoir la prise en compte naturelle des inégalités et des fractures territoriales comme étant une priorité transverse. Et puis surtout, ce dont on peut témoigner, c'est qu'on s'appuie vraiment sur le vécu des habitants pour forger une opinion collective et qu'on arrive à déclencher naturellement aussi des positionnements de compromis qui étaient évoqués par Judith Ferrando. Donc on ressent des frémissements pour élaborer un nouveau contrat social. Donc je pense que ces expériences, on a intérêt à les mettre en commun au niveau des 100 villes décarbonées. Et on a aussi intérêt à les faire remonter dans des initiatives comme celle qui a été présentée ce matin, notamment les recherches avec l'IDRI sur nouveau contrat social. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de ces quelques expériences pionnières et qui méritent d'être mises en valeur. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'était plus une réaction, un témoignage. Y en a-t-il d'autres ou des questions à nos intervenants, intervenantes dans la salle et dans le chat? J'avais pas vu, pardon, on a les spots. Allez-y. Judith, juste après, comme ça, je pense que tu vas répondre à plusieurs questions en même temps. J'ai vu au fond de la salle, voilà, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Roland, je suis élu dans le 4-5, mais par ailleurs, j'ai travaillé pour le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes sur une plateforme sur le devenir des espaces ruraux, notamment en PACA dans un projet européen qui s'appelait Projet Sherpa. Je voulais revenir sur la question du contrat social et ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le fait que les classes les plus défavorisées auraient moins à faire, seraient moins impactées. Je ne suis pas complètement sûr, parce que quand on parle de ZFE, chez nous, à Marseille, eh bien la question se pose notamment pour les classes populaires. Quand on parle d'évolution des modes de consommation, et notamment faire appel aux circuits courts, là aussi, ça peut également impacter fortement les classes populaires qui, pour certaines, vont aller vers des produits transformés avec une part d'importation importante. Et donc, je relis ça au contrat social qui a été évoqué tout à l'heure. La transition se fera si effectivement elle est juste et équitable. Ça reprend les débats d'hier et ça suppose sans doute des appuis
très fort à destination aussi de ces populations. C'était pas une question, c'était plutôt une... Merci beaucoup. Mais je pense en fait que les deux exemples que vous donnez sont la base des sujets qu'il faut traiter dans cette redéfinition du contrat social. C'est exactement ça. Même si ZFE, on est plutôt sur pollution de l'air que sur carbone, néanmoins on parle d'approche holistique, donc c'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Soit vous souhaitez réagir peut-être déjà, ou alors il y avait une autre question avant Judith. Il y en avait une autre juste au fond. Je crois que j'avais vu une autre main, non? Non, c'est fini. Il y a une maison, il y a Judith, et après on passe. D'abord, je voulais vous dire, on peut que se réjouir de voir que toutes et tous vous prenez très au sérieux. C'est vraiment super les expérimentations que vous mettez en place dans vos territoires, l'Assemblée de Grenoble, ce que vous mettez en place aussi dans vos quartiers. Bien sûr, ce que la ville de Marseille met en place avec son Assemblée du futur. Et donc ça, c'est vrai, il y a un changement quand même de paradigme. Il y a 5 ou 10 ans, quand on parlait des libérations citoyennes et de l'intelligence collective, ce sujet-là, je vous avoue qu'on nous riait un peu au nez. Donc voilà, donc c'est vraiment, là, il y a une mutation, et c'est très bien. Et qui est l'éducation populaire qui s'empare de ces questions, qui prennent le relais, comme vous dites, ça, on fait des ambassadeurs, mais c'est surtout, ça permet à ce que nous tous, citoyens et citoyennes, on soit beaucoup plus conscients du monde dans lequel on vit, on retrouve du pouvoir d'agir plutôt que subir un modèle qui est délétère, ce modèle de l'anthropocène. Donc, tout ça, je suis tout à fait d'accord, mais vous allez voir, je vais prendre le contre-pied de cet axe-là, qui est pourtant, on va dire, la branche sur laquelle je suis assise. Tu parlais du scope 3 et de l'importance de lutter contre la surconsommation. En fait, aujourd'hui, notre modèle économique, qui est basé donc sur l'abondance, le progrès lié à l'accumulation matérielle, la croissance, pour dire les choses autrement, il a mis en place des infrastructures, les supermarchés, l'aménagement de ville, mais aussi des infrastructures mentales. C'est ce que dit Harold Welzer, qui est un sociologue et philosophe allemand. Et donc la question, c'est que si on ne travaille pas sur les infrastructures mentales qui fait qu'on consomme, et sur le modèle économique aujourd'hui qui nous incite à consommer, le risque, c'est qu'on culpabilise nos citoyens, on leur fasse finalement, nous tous, on nous fasse porter sur nos épaules d'individus une charge qu'on ne pourra pas seul résoudre. Donc, ce que je dis, vraiment, j'insiste là-dessus, la question de la délibération collective, elle doit croiser la puissance de l'intelligence des uns et des autres, de nous tous en tant qu'êtres humains intéressés au monde dans lequel on vit, c'est ça les citoyens, c'est nous tous, avec l'organisation économique et politique de notre société. Si on n'a pas une délibération qui permet de faire bouger aussi le modèle économique, on n'y arrivera pas. Et vraiment, j'incite à inventer des nouveaux modèles démocratiques. On est plusieurs à parler de ça, et vous aussi. Vous travaillez avec les parties prenantes du territoire, les acteurs économiques. Si on ne fait pas bouger et dialoguer tous ces mondes-là en même temps, et pas séparément, on n'arrivera pas à faire bouger le système. Voilà, je voulais juste inciter sur ce point. Eh ben, merci beaucoup pour la qualité de ces échanges et merci à nos intervenants et intervenantes. Nous allons passer à la conclusion de cette matinée. Je vais appeler Emmanuel de Lanversin et Editas Magic Simunovic.